En mai 1946, toujours grâce à Malenkov, Ustinov est nommé vice-président d'un comité spécial sur la technologie. Ce comité se voit confier la conception, le développement et l'expérimentation de nouvelles armes stratégiques, les missiles balistiques. Pour ce faire, un site de lancement de fusées est fondé à Kaspoutine Yar, dans une zone désertique située près d'Astrakhan, dans la région de la Volga. Bientôt, une toute nouvelle ville, baptisée Znamensk, est fondée pour abriter les membres du personnel scientifique et leurs familles. Znamensk est une ville entièrement secrète. Elle n'apparaît alors sur aucune carte et son accès est interdit aux étrangers. Les Occidentaux n'en apprendront l'existence que quelques années plus tard, suite au vol de reconnaissance d'un avion espion britannique. Au départ, Ustinov et ses collaborateurs procèdent aux essais de prototypes de conception allemande. Au fil du temps, ceux-ci sont améliorés. 3 ans plus tard, en 1949, l'année même du premier essai nucléaire soviétique, un missile balistique est mis au point. Après diverses modifications, cette arme entrera en service en 1955, dotée d'une tête nucléaire. Entre-temps, d'importants événements se sont produits. La mort de Staline en 1953 débouche sur une lutte de pouvoir entre deux de ses dauphins, Georgi Malenkov et Nikita Khrouchtchev. C'est finalement Khrouchtchev qui l'emporte. Rapidement, il impose des réformes radicales au pays. La terreur policière prend fin, les goulags sont fermés et leurs prisonniers libérés, la censure est allégée. De plus, en 1956, Staline et sa politique font l'objet d'une ferme condamnation. Khrouchtchev demeure toutefois très attaché aux idéaux communistes. Extrêmement ambitieux, il entend dépasser l'Occident sur le plan économique et industriel d'ici 1980. Aussi insiste-t-il sur le développement de la technologie. Son objectif vise non seulement à garantir une dissuasion efficace face aux États-Unis, dont les stocks d'armes nucléaires gonflent à une vitesse vertigineuse, mais aussi à démontrer la supériorité du communisme par un exploit scientifique. Ustinov admire beaucoup Khrouchtchev, qui facilite son ascension politique. En mars 1953, après la mort de Staline, Ustinov est placé à la tête du ministère de l'Industrie de Défense regroupant les anciens ministères des Armements et de l'Industrie aéronautique. En 1957, il est nommé vice-premier d'Union soviétique et devient président de la commission militaro-industrielle. Dans le même temps, il supervise un projet qui va assurer la gloire éternelle de l'URSS. C'est ainsi qu'au mois d'août 1957, une fusée à plusieurs étages, la R-7, est lancée depuis le cosmodrome de Kaspoutine Yar. Ses performances sont très impressionnantes. L'engin délivre une puissance de 20 millions de chevaux et peut atteindre une vitesse de 28 000 km/h. Cette fusée deviendra le premier missile balistique intercontinental soviétique capable d'atteindre le territoire des États-Unis. Mais surtout, en octobre 1957, grâce à la R-7, l'Union soviétique suscite l'admiration du monde entier en plaçant en orbite le premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik. La carrière de la R-7 ne s'arrête pas là. C'est également grâce à elle que Yuri Gagarin devient le premier homme de l'histoire à naviguer dans l'espace en 1961. La R-7 servira en outre au développement de toute une série de lanceurs spatiaux. Spoutnik, Luna, Molniya, Vostok et Voskhod. Même les fusées Soyouz, apparues des années plus tard, en sont directement inspirées. En 1958, Ustinov prend part à un autre projet, nettement moins connu en Occident, mais qui va s'avérer d'une grande importance pour le développement du complexe militaro-industriel soviétique. Ustinov compte en effet parmi les fondateurs d'une toute nouvelle ville dédiée aux technologies, Zelenograd. Zelenograd est bâtie à une trentaine de kilomètres de Moscou. Elle va demeurer pendant des années une zone particulièrement protégée. Les touristes étrangers ne peuvent y accéder et les habitants se voient interdire la prise de photographies dans certains secteurs sensibles. Zelenograd abrite en effet certains des instituts de recherche les plus modernes d'Union soviétique en matière d'électronique, de microélectronique et d'informatique. Parfois considérée comme l'équivalent de la Silicon Valley américaine, elle conserve son importance dans l'économie de la Russie actuelle. Khrouchtchev voue une immense reconnaissance à Ustinov. En 1961, ce dernier est pour la seconde fois récompensé par le titre de héros du travail socialiste pour avoir rendu possible le séjour spatial de Gagarine. Mais le maître du Kremlin ne veut pas seulement impressionner les Américains. Il veut leur infliger une bonne raclée. Depuis un certain temps, la force aérienne américaine effectue des vols de reconnaissance au-dessus du territoire soviétique. Ces avions espions, les U-2, volent si haut et si vite qu'aucun appareil soviétique n'est en mesure de les intercepter. Khrouchtchev exige dès lors la mise en place d'une défense aérienne moderne. C'est ainsi que sous la supervision d'Ustinov, un modèle particulièrement efficace de missile est mis au point. Le S-75 Dvina. En 1960,
Khrouchtchev tient sa revanche. Une salve de missiles Dvina réussit à abattre un U-2, tandis que son pilote est fait prisonnier. L'Union soviétique remporte du même coup une victoire morale. Elle démontre au monde entier le caractère mensonger des affirmations du gouvernement américain, selon lequel aucun vol d'espionnage n'était effectué au-dessus du territoire soviétique. Quant au S-75 Dvina, sa carrière est loin d'être terminée. Au cours des années suivantes, il va permettre aux forces nord-vietnamiennes d'abattre plus de 200 appareils américains. En 1963, Khrouchtchev éprouve une telle confiance envers Ustinov qu'il le nomme premier vice-premier. Il le place également à la tête de l'ensemble de l'économie civile. Mais de son côté, Ustinov est loin d'être enchanté. Depuis quelque temps, il considère son patron avec scepticisme, sinon avec hostilité. Il faut dire que dans beaucoup de domaines, la politique de Khrouchtchev se révèle désastreuse. Lors de la crise de Cuba, il manque de provoquer une guerre nucléaire. L'économie soviétique périclite. La disette séville. Des grèves éclatent, et Khrouchtchev fait tirer sur les ouvriers. De plus, par ses réformes incessantes et sa grossièreté, il s'attire l'hostilité des élites du parti. Finalement, un complot voit le jour avec pour objectif de le renverser. L'un des protagonistes de ce complot n'est autre que le président du Soviet suprême du RSS, Léonid Brejnev. Ustinov et Brejnev se connaissent depuis longtemps. Ils se sont rencontrés pour la première fois des années auparavant, en Ukraine, tandis qu'Ustinov présidait à la construction d'une grande usine d'armement. Brejnev était alors secrétaire du comité régional du parti. Par la suite, Brejnev fut chargé de superviser l'industrie militaire. Ustinov et lui entamèrent une collaboration fructueuse doublée d'une grande amitié. Lorsqu'ils séjournaient à Moscou, ils se rencontraient quasiment tous les jours. Au début des années 60, Brejnev n'est pas encore un vieillard sénile. C'est un homme ouvert et chaleureux ainsi qu'un excellent orateur. Il parle facilement, sans notes, et ses propos sont enflammés. Ayant lui aussi suivi des études d'ingénieur, il est intelligent et perspicace. À plusieurs reprises, il fait bénéficier Ustinov de ses compétences. Il sait également choisir les professionnels les plus talentueux pour le plus grand bénéfice de l'industrie de défense. Ustinov va prendre une part active au complot contre Khrouchtchev. Brejnev et les autres conjurés le chargent d'aller trouver Khrouchtchev qui est en vacances à Pitsunda, sur les bords de la mer Noire, et de le ramener à Moscou. Ustinov parvient sur les lieux au matin du mardi 13 octobre 1964. Khrouchtchev s'entretient alors avec le ministre français de l'énergie atomique, Gaston Palevski. Ustinov demande à Khrouchtchev de rentrer immédiatement à Moscou où doit se tenir une réunion urgente du bureau politique du parti. Au coucher du soleil, Khrouchtchev et lui atterrissent à Moscou. Khrouchtchev se rend ensuite au Kremlin. Pour lui, l'heure a sonné. Devant un véritable tribunal formé de ses anciens collègues, il est contraint de prendre sa retraite. Son nom disparaît de la circulation et ses portraits sont retirés. Une nouvelle ère commence. Brejnev et son équipe en reviennent à une politique plus dure sur le plan des libertés. Mais les conditions sociales et économiques s'améliorent. Pour la Russie, débute l'unique période de stabilité de tout le XXe siècle.